Nous sommes faits de ce qui nous enchante, depuis l'invention des récits qui ont inspiré deux grands passeurs, conduisant des âges obscurs à l'Europe des cités. L'art dramatique et l'architecture. La tragédie et le temple hellénique partagent trois points essentiels. En premier, s'acquitter d'une dette à l'égard d'anciens héros et le faire avec une grandeur digne des hommages de demain. Zeus nous a fait un dur destin pour que nous soyons plus tard chantés des hommes à venir, lit-on dans l'Iliade. Honorer le passé et obliger le futur, annonce la tradition. Le second point commun est la nécessité de l'illusion à plusieurs titres. Les mythes et la gloire se nourrissent de rites, de célébrations et de processions, de discours funèbres et de dithyrambes, lesquels instituent l'État, non par la domination d'un tyran, mais, et c'est là le pari hellénique, par l'émotion collective, une émotion qui trouve ses foyers les plus intenses au théâtre et sur les acropoles. Figures de pierre et figures de scène entretiennent les légendes. À la fiction du contenu, un dieu, un récit, s'ajoutent les stratagèmes qui font l'éclat de l'œuvre. Échille et Iktinos maîtrisent l'art de nouer le mensonge à la vérité. Pour prendre un exemple parmi tant d'autres, la colonne dorique elle-même dissimule la réalité constructive d'une superposition de tronçons derrière les cannelures filantes, donnant l'illusion d'un fût monolithique. Les suppliantes et le Parthénon enchantent le spectateur en recourant donc à la fabulation, à la distorsion et à la simulation. Un génie proprement européen voit ainsi le jour, appelé à se développer sur le dos des religions et des pouvoirs. Le troisième point tourne autour de ce que j'appellerais l'exaltation de la limite. Le dénouement pour l'un, le péristyle pour l'autre, ne sont pas uniquement la terminaison de la chose, ils font le drame. Par ces trois points s'établit une certaine idée de l'art, entendue comme un bloc d'espace-temps différent, densifié, raffiné, détaché de l'étendue ordinaire. De là le temple, le théâtre, et 2000 ans plus tard, le tableau. Ce génie européen doit beaucoup à la jalousie réciproque entre peinture et architecture, par laquelle a pris forme une ambition. Qu'elle soit peinte ou construite, l'œuvre aspire à faire oublier sa réalité matérielle au profit des apparences. L'architecture et la peinture occidentale sont nées d'un contraste dont la Stoa a été un des premiers lieux. Un alignement de colonnes sous le soleil offrant aux yeux un clair-obscur saisissant auquel les bâtiments resteront indéfectiblement attachés. De biais, la trame serrée des ombres et de la blancheur marmoréenne fait apparaître ce périmètre majoritairement creux comme un rideau de pierre. La colonnade hellénique avait le monopole de la lumière. Le mur, lui, se tenait en retrait, afin de creuser l'espace derrière la colonnade. En revendiquant progressivement sa part, le mur est sorti de l'ombre. Il s'est approprié la colonne, laquelle s'est mise aussitôt à simuler le rôle porteur qui venait de lui échapper, devenant une représentation d'elle-même dans une représentation aplatie du portique hellénique. L'intériorisation des cérémonies à Rome conduira à retourner le décor afin d'animer l'opacité, transformant un tambour massif en une alternance de supports et de niches. Au Panthéon, le creux se joue du plein sous le jour parcimonieux d'un oculus. L'apparition de la fenêtre s'accompagne d'un dilemme auquel les bâtisseurs seront confrontés pour longtemps. D'un côté, le souci d'ordonner cette surface de représentation qu'est la façade, de l'autre, la nécessité d'éclairer les salles. Au fil des siècles, deux grandes traditions se sont ainsi partagées la fenêtre. L'une l'inscrit dans le maillage de la modénature, qui fera le visage des palais, l'autre l'associe à la raison de l'intérieur, dont les termes impériaux seront les premiers terrains d'expérimentation, avant de passer le relais aux églises. Cette prérogative de la coupe demeurera réservée aux lieux publics. Les architectes des palais travailleront à la disposition des pièces, dans lesquelles on peut savourer les proportions et la parure des murs,
la majesté des enfilades, l'ingéniosité des distributions, mais dans la plupart des cas, l'expérience de l'intérieur s'arrête là, à l'exception de la chapelle qui interrompt la superposition des planchers et installe des vues en plongée et contre-plongée. Du temple à l'église, le décor et la construction prendront part à la conquête de l'intériorité, autour de ce qui se révélera être l'art des bâtisseurs. La dilatation. Le mot est entré dans le vocabulaire des enseignants par la bouche d'Henri Siriani, qui en a eu l'intuition, mais n'ayant, à ma connaissance, fait l'objet d'aucune étude approfondie. Il est devenu aussi familier que nébuleux, tant il est facile de le convoquer et difficile de le définir. Or, la dilatation spatiale est la manifestation d'une intelligence qui nous fait remonter aux origines du génie européen, que j'illustrerai à travers 6 thèmes fondamentaux avant de reconnaître la dette envers la peinture. La grandeur des dieux a été transférée aux hommes à travers la hauteur sous plafond, initialement destinée à accueillir les dimensions colossales de l'effigie divine. À la différence du clair-obscur des colonnades extérieures, la lumière qui s'invite à l'intérieur des basiliques civiles est une lumière habitable, domestiquée, un jour diffus qui pénètre sans encombre par des fenêtres situées sous le toit de la nef, laquelle devient un coffre illuminé. La basilique vitruvienne hérite du temple hellénique un plan qu'elle va enrichir d'une coupe afin d'éclairer le vaisseau et d'initier le principe d'une hiérarchisation des volumes que l'on retrouvera souvent à toute époque. À l'utilitarisme hérité des Romains s'adjoint le merveilleux par la main des bâtisseurs chrétiens qui n'avaient pas oublié un grand principe païen. Voir, c'est croire. L'idée d'associer la contemplation de la lumière éternelle à la contemplation de la lumière des murs sera le coup d'envoi d'une longue et féconde alliance entre l'art de gouverner et l'art de bâtir. Éblouir devient un levier politique. Le contraste hellénique, qui se déployait devant les yeux à l'extérieur, va désormais envelopper le fidèle qui, accueilli à l'intérieur des premières églises, se tourne depuis l'obscurité des galeries vers le centre illuminé, tandis que les cisterciens se contenteront d'un jour niché dans les plis des masses de pierre. À toute époque, la transformation de la lumière restera pour les bâtisseurs d'églises le complice des figures les plus surprenantes, aussi bien que le représentant du mystère. La basilique civile a offert aux premières célébrations chrétiennes un type prêt à l'emploi, mais le lieu précis de la sépulture du premier évêque de Rome doit être mis en scène et éclairé. Une lame de lumière vient donc se glisser entre les fidèles et l'abside grâce à une invention qui prendra le nom de transept. D'autres dispositifs tels que coupoles ou lanternes contribueront également à éclairer l'espace devant l'ambon et l'art du contraste y trouve son compte. Mais c'est une autre perspective qui dans bien des cas s'offre aux yeux. La nef y est plongée dans un demi-jour afin d'accuser la lumière autour de l'officiant. Se précise ici un art de la profondeur spatiale dont Rowe et Slutsky analyseront les dernières manifestations. Le 4e thème commence avec l'apparition d'une sous-face dans les basiliques. Au fil du temps, ce qui porte le toit s'efface au profit de ce qui accueille la lumière. Grande victoire. Ici, cet étouffoir de la lumière qu'est la charpente, aussi nécessaire à la construction qu'encombrante pour le jeu des surfaces éclairées qui portent le nom d'architecture, cette charpente est dissimulée, tandis que l'enduisage des murs confirme leur rôle de réflecteur. Au siècle du Disegno, les proportions s'affinent et le clair-obscur se réinvente. À Santo Spirito, la sous-face recueille cette lumière haute conquise à grands frais par la coupe et semble flotter au-dessus de la nef tel un ciel nuageux. L'éclat de ce plan horizontal doit beaucoup à la pénombre dans laquelle Brunelleschi prend soin de maintenir les bas-côtés. La lumière dissout la matière qui ferme l'espace. Bien des architectes poursuivront dans cette voie. Kahn, dans la salle de l'Assemblée de Daca,
où l'ingénieuse pénétration du jour confère au voile de béton la légèreté d'une corolle, son ami Barragan parvient à vaincre l'opiniâtre matérialité d'un mur aveugle par l'éclat de la couleur. Plus récemment, Marina Tabassum a fait d'un coffre de briques une lanterne. Cette modalité de la dilatation, qui mobilise l'art de clôturer par la lumière, ne saurait se confondre avec faire grand ou faire illusion par des artifices tels que des glaces ou des fresques, et les effets d'optique reposant sur des surfaces demeurent des expédients comparés à la magie par laquelle l'espace est amplifié, dont le plan et la coupe gardent le secret. La dilatation ne repose pas sur l'illusion d'une perspective, mais sur une profondeur sans point de fuite. Et lorsque le jour fait défaut, même une triple hauteur signée François Mansart reste sans effet. Alberti inverse à Mantoue la scénographie mise en œuvre par Brunelleschi à Florence. Il atténue le jour en partie haute de la nef de Saint-André afin de concentrer l'effet sur la muraille alvéolaire qui remplace les bas-côtés, alternant de grandes chapelles dotées de fenêtres et des piliers qui s'avèrent creux, contenant eux-mêmes de petites chapelles éclairées zénithalement, tout en offrant à la nef la lumière d'un oculus latéral. Le projet initial est mal connu, mais on peut soupçonner qu'Alberti se soit inspiré du Panthéon et de la basilique de Maxence, avec toutefois la plus-value d'une lumière qui se joue des masses et contribue à l'art des faux-semblants. Kahn marchera sur ses pas. Le répertoire serait incomplet sans Biagio Rossetti, qui invente l'écran luminescent. C'est le premier architecte de l'histoire à mettre aussi radicalement les fenêtres au service du plan. En les disposant de manière rasante, le maître de Ferrare solutionne l'éclairement des petites chapelles avec une luminosité inédite, tandis que dans les palais, il en fait usage pour déconstruire la pièce afin d'annoncer la paroi. Cet objet qui deviendra, comme on le sait, le grand protagoniste de l'espace moderne. Les systèmes évoqués résument une boîte à outils qui va traverser les sièges, les styles et les techniques. Tel l'éclairagiste au théâtre, l'ancêtre du chef opérateur, l'architecte dispose, met en scène des blocs de lumière. Tout comme l'art dramatique oppose au récit factuel, peu enchanteur, le récit vraisemblable, incluant donc le mensonge, l'architecte oppose à l'ordre de la construction, qui en lui-même n'enchante pas, l'ordre singulier des modulations lumineuses. L'art de la dilatation trouvera dans les ruses des peintres un gisement. Un chassé-croisé entre peinture et architecture, parfois à quelques siècles de distance, révèle d'autres enjeux encore. En célébrant la rencontre d'une fenêtre et d'une paroi nue, irradiante, Vermeer semble faire écho à Rossetti, tandis que Le Corbusier conçoit des échappées et des embrasures, des enfilades qui rappellent les scènes d'un Pieter de Hoc. Poser un cadre afin d'inventer les moyens de lui échapper, voilà ce qui, en Europe, a occupé les peintres autant que les architectes. Il ne s'agit pas de s'échapper de manière littérale, comme ce pied tombé d'un fronton ou ce fugitif. Plus sérieusement, il s'agit de 3 dispositifs des toiles du grand siècle hollandais que le langage moderne de l'architecture semble avoir traduit. Le premier est la mise en abîme de l'espace par une succession de pièces repoussant le point de fuite. De l'enfilade classique à la transparence moderne, le plan s'épanouit dans une profondeur intérieure qui se construit avec des parois parallèles. On relève également le hors-champ, lorsque le tableau est gros de tout ce qu'il ne montre pas mais suggère, construisant une représentation mentale du lieu au-delà de la scène. Ses pantoufles et la clé laissée sur la porte évoquent une présence cachée. On retrouve ce dispositif en architecture lorsqu'une pièce tire sa richesse des autres pièces autour, qu'elle nous permet d'entrevoir, dont on ne perçoit parfois que la lumière qui s'en dégage. Le troisième est l'adresse au regardant, dont les Ménines demeurent un exemple inégalé. Ici, le peintre se joue du cadre au point de s'approprier l'espace devant le tableau,
Cette inversion du regard s'observe également en architecture, bien qu'elle ait nécessité quelques siècles pour s'accomplir. Du temple hellénique à la demeure palladienne, on est passé d'un objet principalement regardé à un dispositif également regardant. Aussitôt que le plan des maisons, initialement introverti autour d'un atrium, s'est retourné comme un gant pour satisfaire l'appétit du lointain, la villa a ouvert les yeux sur le monde. Au siècle dernier, certains architectes ont fait du face-à-face intérieur un moyen d'habiter des yeux le plan et la coupe, révélant des couches d'espace comparables à celles qui font les scènes de genre hollandaises. On y découvre une richesse spatiale des intérieurs comparable à celle qui caractérise les maisons de Los ou de Le Corbusier, à l'opposé de l'autre modernité, celle de l'espace ouvert, inspiré de l'ancien Japon, auquel les Européens n'ont au demeurant prêté que peu d'attention. La dilatation des uns contre l'ouverture des autres introduit ma seconde partie. Cette différence vient de loin. Est-il utile de rappeler que l'Europe s'est construite par la représentation du sacré? La cité a vu le jour avec l'établissement d'une étendue inaliénable, clôturée, à l'échelle d'un temple, avec le Naos, de la place, avec le Téménos, ou d'une ville, avec les remparts. Dans la tradition européenne, ce cadre est le premier ministre de l'unité. Il s'oppose à la disparité empirique et impose une figure puissamment identifiable, qu'elle soit pleine ou creuse. En ville, la trame serrée des rues tisse la toile de fond qui donne au tracé d'un dégagement sa pleine intensité. La place initie une dilatation extérieure, littérale, que l'on retrouve également sous la forme de la cour et plus tardivement du parvis. C'est là un des traits de la signature européenne. L'exception qui fait lieu déchire la toile que tissent les bâtiments ordinaires. Cette civilisation de la proximité se reconnaît déjà dans les villes grecques et romaines, dont les maisons contribuent collectivement à dérouler le ruban qui fait la rue. Ces maisons alignées sont à la cité ce que le hoplite est à l'armée, une individualité engagée formant une chaîne solidaire. On décèle le principe de continuité urbaine, ici, un principe appelé à se perfectionner, à devenir le sceau d'un pouvoir central exerçant un contrôle partiel ou total sur les façades. Il connaîtra en France un nouveau souffle sous la monarchie absolue et son dernier sous l'Empire. Le vieil arsenal architectural et urbain ne traversera pas l'Atlantique. D'Henri IV à Haussmann, l'embellissement des villes est l'expression d'un régime, tandis que le mouvement City Beautiful apparaît comme un ordre d'emprunt. On se croirait à Paris. L'européisme se reconnaît également dans ces implants que furent l'Arts and Crafts, le Greek Revival ou le style victorien. Mais en secouant le tamis de ces pastiches, deux modèles neufs émergent, proprement états-uniens, qui vont structurer l'inconscient collectif. La ferme isolée à la conquête de l'horizon, fruit d'une idéologie anti-urbaine, et son symétrique, l'immeuble à la conquête du ciel, incarnation du mythe industriel et progressiste hamiltonien. Ce qui était programmé pour être un rameau de l'Europe est devenu tout autre chose. De par sa vastitude et l'absence d'altérité, les Amérindiens massacrés n'étaient pas comparables à une nation ennemie. Ce territoire étant donc moins sujet aux invasions armées, a favorisé un habitat ouvert et pacifié, à l'opposé de l'enclos européen, qu'il fût de nature sacrée, le temple ou le cloître, militaire, le rempart, fiscale ou nobiliaire, notamment le mur dissimulant l'autel. Et lorsqu'il s'est agi avec le Homestead Act de subdiviser par des clôtures ce territoire initialement ouvert et en libre accès, force est de constater que l'efficacité du barbelé a bien peu à voir avec la distinction d'un mur d'enceinte. À ce grand faiseur d'espace qu'est le mur, dans la tradition européenne, incluant, je tiens à le préciser, le mouvement moderne, le bâtisseur états-unien oppose, aussitôt que l'industrie le permet, la paroi de verre derrière laquelle le théâtre du monde anime le quotidien.
l'omniprésence de la guerre en Europe a longtemps conduit à favoriser la proximité des bâtisses derrière des fortifications, tandis que l'étendue tranquille de l'Arizona incite plutôt à prendre place poitrine au vent. Notre matrice esthético-politique est celle de la mitoyenneté, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, la figure d'un habitat solitaire, corollaire de l'open range des premiers colons, fonde un ordre social brut, sans cité, soutenu par la doctrine de la découverte, légalisant la privatisation et l'annexion des terres sous prétexte d'offrir aux populations autochtones la civilisation et le christianisme. L'âme américaine essentielle est dure, isolée, stoïque et meurtrière, écrira D.H. Lawrence. Faute d'une autorité supérieure, le gabarit, la morphologie et le choix des matériaux des premières agglomérations étaient libres. De cette formation originelle anarchique, la ville états-unienne gardera l'individualisme. En avançant vers l'ouest, le colon s'appuie sur l'idéologie agrarienne initiée par Jefferson, qui se reconnaît dans le modèle de la maison paysanne. La Prairie House de Wright et la Detached House des lotissements périurbains en sont les versions socialisées. Chaque civilisation trace sa propre frontière entre l'individuel et le collectif. Celle des Européens se lisait déjà dans la plume de Cicéron définissant la ville en ces termes, je cite, « un assemblage de maisons que séparent des temples et des places d'usage commun ». Sous l'impulsion d'une volonté d'État à certains moments de l'histoire, cet assemblage de maisons a pris place le long de ce qui ne se contente pas d'être un espace de circulation, mais acquiert un statut politique. En Europe, la rue représente le cordon ombilical entre l'individu et la société, selon la formule de Victor Hugo. Les cadres ordinaires de chacun, formant un tapis autour des cadres exceptionnels de la collectivité, résument une histoire qui s'étend de la cité hellénique à la métropole de l'ère industrielle. Outre-Atlantique, la transplantation n'a retenu que la forme, abandonnant allègrement le fond. La grille de Millet garantissait l'égalité des îlots, celle de Manhattan encourage leur rivalité. Et celle de Phoenix, ce réseau viaire ponctué de malls, n'exerce sur les immeubles aucune autorité. Les vieilles cités n'ont jamais accordé aux bâtiments autonomes le statut de matrice urbaine. Perret s'est repenti pour son projet de tour, le plan voisin avait tout d'un crime, et les unités d'habitation sont restées l'exception qui confirme la règle. Alors qu'au pays de George Washington, la ville a pris naissance comme une somme de solitude. Examinons cela de plus près. La diffusion du plan à noyaux, à différentes échelles, et surtout du très grand bâtiment de bureaux desservi par ascenseur, encourage des façades indifférenciées, étrangères à l'esprit d'étage du vieux continent, qui autrefois mobilisait la modénature pour animer les murs, comme aujourd'hui certains le font en interprétant le programme. En Europe, même le très grand bâtiment demeure attaché à l'idée du tout, tandis qu'aux États-Unis, la masse éclipse le tout. La répétition, le long d'un front horizontal qui a fait le visage des bâtiments et des villes européens, a une longue histoire, cumule plusieurs significations, exprime des lois et mobilise un vieux savoir. La colonnade hellénique, qui avait exemplifié la notion d'ordre, donnera l'ordonnancement des baies, tandis que la notion d'aile, qui vient du temple périptère, entretiendra la science européenne du plan et de la façade. Or, dans un immeuble de l'école de Chicago, la répétition ne repose sur aucun fondement esthétique. Elle est tout au plus une commodité, ce que Sullivan lui-même reconnaissait en insistant sur la fonction matricielle du bureau, qui relève avant tout de considérations pratico-constructives. En Europe, les ailes ont servi à clôturer majestueusement le périmètre des palais et des hôtels, voire de certains immeubles modernes. Le Wainwright, le Guarantee et le Woolworth en sont dépourvus. L'espacement entre leurs façades en cœur d'îlot relève davantage des nécessités pratiques d'aération
que de la nécessité symbolique de représenter la dignité d'une cour. C'est dans les maisons que l'on trouve des ailes, signées Neutra ou Wright, mais leur disposition centrifuge, initiée par Miss en 1923, entretient le mythe d'un habitat isolé, mobilisant l'éclatement du plan pour se déployer tous azimuts. Quoi qu'en dise la littérature, l'explosion de la boîte n'a pas pleinement conquis les bâtisseurs européens, et Le Corbusier a observé avec autant d'intérêt que de réserve les spéculations de Van Doesberg et de ses compagnons, dont la principale concrétisation architecturale, la maison Schroeder, apparaît comme un exercice de rhétorique. Certes, la publication du portfolio Wasmuth et l'exposition du 5e manifeste du mouvement de style ont fait sensation. Mais l'avant-garde architecturale est pour ainsi dire restée fidèle à la tradition. Un glissement subtil a conduit de la pérennité du mur à l'intemporalité de la paroi. Notre attachement à la clôture a des raisons qui ont à voir avec une idée de l'architecture entendue comme un monde intérieur, une idée confortée par la peinture. Celle-ci intensifie le cadre par la profondeur littérale, avec le point de fuite structurant l'historia albertienne, la profondeur virtuelle et l'échappée que privilégient les Néerlandais à toute époque, remarquez le petit Mondrian accroché au mur, mais aussi par une profondeur vers l'avant, vers le regardant, qui apparaît avec les premiers tableaux en Occident. L'art de saturer un périmètre régulier renvoie aussi bien à la peinture qu'à l'architecture du vieux monde. Fermer un espace implique de le remplir, le meubler, l'animer par la décoration, la plastique ou la couleur, tandis qu'ouvrir l'espace incite au minimalisme. Wright, qui ne souhaite rien devoir aux Européens, s'inspire de l'Extrême-Orient pour confier à l'horizontalité le premier rôle s'agissant d'ouvrir la périphérie. Et c'est également à Chicago que Mies se libère de l'enclos qui enveloppait encore ses premiers plans centrifuges, comme en attestent ces deux exemples représentatifs. En Europe, le principe d'une clôture opaque s'est maintenu, même à la campagne, comme l'illustrent également des projets modernes ou contemporains. De la villa de Mondreau à la maison Chaudane, le plan corbuséen, quant à lui, reste partagé entre l'ouverture qui libère le regard et l'opacité qui le retient à l'intérieur, mobilisant le plan libre pour mettre en œuvre une opposition que bien des architectes sauront réinventer. A l'inverse, la paroi de verre périmétrique, qui connaît un vrai succès outre-Atlantique, a pour objet de s'emparer de l'immense, désert ou multitude, pour en faire un spectacle. Dans le mur rideau, aussi bien que sur les façades classicisantes, dissimulant des structures d'acier, la régularité des motifs a donc bien peu à voir avec cette représentation de l'ordre que les rois ont initié en France à partir du XVIIe siècle, faisant du front bâti un horizon urbain à l'échelle de la place, après avoir limité les gabarits constituant le vellum du tissu afin de réserver le ciel aux évêques. Du côté de certaines cités toscanes, ombriennes ou romagnoles, le libéralisme avait livré le paysage aux rivalités entre familles et la vue de Bologne après l'inurbamento de la noblesse est comparable au paysage aiguilleux de Manhattan que se disputent les firmes. L'austérité grecque, le faste romain et la grandeur de l'Église ont été l'engrais de l'art. L'art étant entendu comme un travail qui comporte une part de gratuité. Les modèles états-uniens, eux, sont nés d'un pragmatisme que l'on peut définir comme une doctrine de l'action concrète, efficace et utilitaire, profitable pour soi, dont les origines ont à voir avec le protestantisme puritain, une doctrine qui est donc bien étrangère à la racine de l'Europe. Je veux parler du prestige qui entoure les dieux et les princes, dont dérive la magnificence. La puissance du building n'est pas la noblesse du palais. L'une accède à des dimensions colossales en cherchant la rentabilité maximale, l'autre définit la réussite en associant la tempérance à l'harmonie. Ce constat n'est pas étranger à un autre d'ordre politique,
Au pays neuf, l'institution encourage l'entreprise individuelle, la tradition jeffersonienne d'un État décentralisé comptant sur des paysans autonomiés pour une part, tandis qu'en Europe, l'institution s'adosse aux mythes et aux légendes pour subjuguer l'individu en mobilisant les arts et en premier lieu l'architecture. Si l'Européen a parfois l'œil rivé au rétroviseur, ralenti par ce capital dont il hérite, celui du colon s'en est affranchi, libérant une vitalité dont on peut être jaloux. La Californie, terminus de la ruée vers l'ouest, sera le milieu fertile où fleuriront les icônes d'une modernité qui a fait du monde son décor, au lieu de décorer le monde comme il est d'usage dans le vieux continent. Disons les choses simplement. En Europe, on s'oblige, en Amérique du Nord, on s'autorise. Ces deux verbes illustrent les atouts et les limites de chacun. Cependant, le danger climatique pourrait bien réhabiliter les valeurs de la lenteur, de la mitoyenneté, nous inviter à féconder à nouveau les limites, à faire monde à l'intérieur, dans des dimensions modestes, et plus généralement, à retenir la force et à reconnaître ce qui nous dépasse. Le vent qui a soufflé vers l'ouest a été l'expression d'un élan vers un horizon, au sens littéral et figuré, loin des cloisonnements des sociétés de cour dont l'Europe ne s'est jamais totalement dégagée. Et certains projets restent l'image même d'une insouciance, bien qu'elle soit désormais révolue pour nos yeux accablés des ravages de l'industrie. Après le siècle usurier derrière nous, le nôtre annonce un pari, renoncer à l'abondance en demeurant attaché à la générosité. Aux architectes de le tenir, en comptant notamment sur leur plus vieil allié, celui qui, selon l'expression de Guillaume d'Auxerre, fait don de soi, le soleil. Dans l'ère de la sobriété qui peine à s'ouvrir, la richesse immatérielle de la dilatation, entre les murs, est sans conteste un moyen de s'offrir à nouveau les plaisirs de l'espace, sans en faire payer la rançon à ceux qui nous succéderont. Je dédie cette intervention à Marie-Pierre Duhamel-Muller.